En novembre 2008, le magazine américain Healthy Living, basé en Californie, consacre sa couverture à un pique-nique organisé à Saintes en France pour faire connaître la recherche et l'héritage scientifique du biochimiste Mirko Beljanski. Cette reconnaissance internationale a une raison d'être bien particulière. Il s'agit du pique-nique annuel du CIRIS, une association française de loi 1901. Depuis plus de 20 ans, CIRIS, Centre d'innovation de recherche et d'information scientifique, doit sa réussite au dévouement exceptionnel de ses bénévoles qui, en collaboration avec la Fondation Beljanski, apportent aux malades du monde entier une information scientifique sur les travaux de Mirko Beljanski et un espoir basé sur le partage des expériences de vie. Pour comprendre CIRIS, il faut connaître l'histoire de Mirko Beljanski. Mirko Beljanski est né le 27 mars 1923 dans un petit village de Serbie nommé Turija. Cette photo a été prise devant sa maison natale à Turija. La mère de Mirko, Dana, couturière de son état, était une mère dévouée et affectueuse envers ses 3 enfants. Le père de Mirko était un mécanicien, très travailleur. Sur cette photo, Mirko a 10 ans. C'est un jeune garçon éveillé, adorant l'école, très studieux et appliqué. Mirko a ici 18 ans. Il vient juste de passer son baccalauréat lorsqu'éclate en Yougoslavie la guerre civile et la Seconde Guerre mondiale. Impossible pour lui de quitter la Yougoslavie avant plusieurs années. Finalement, en 1947, Mirko quitte son pays natal et se rend en France, où il s'inscrit à la Sorbonne. En 1951, il obtint son doctorat d'État en biochimie qu'il complétera avec divers certificats de chimie organique et minérale. C'est à cette époque qu'il rencontre mademoiselle Monique Lucas. Elle a 18 ans et elle est très jolie. Monique et Mirko tombent amoureux. 6 mois plus tard, ils se marient au cours d'une cérémonie traditionnelle en Serbie. Rentrés en France, ils commencent à travailler ensemble à l'Institut Pasteur. Le jeune couple se lance dans un travail de recherche sous la direction du professeur Machboeuf, directeur de thèse de Mirko. La photo représente le professeur Machboeuf sous la verrière de l'Institut Pasteur en 1951. Après le décès du professeur Machboeuf, Mirko devient maître de recherche et s'entoure d'une petite équipe de collaborateurs fidèles avec lesquels il abatte un travail considérable. Mirko Beljanski et sa jeune épouse s'accomplissent dans le travail et dans un côte-à-côte qui durera plus de 45 ans. Monique a accepté aussi dès le départ, peut-être un peu de souffrance à côté de moi, parce que j'étais pas facile. Très difficile au quotidien, tout à fait. Exigeant avec lui-même, exigeant avec moi énormément, impatient comme il est peu permis. On lui parle, il fait psst, j'ai pas le temps, je monte l'escalier, il m'oublie et ferme la porte en me disant pardon, je t'ai oublié, juste devant moi. Enfin, mais c'est des petites choses. Mais progressivement, elle a pris cette attitude que si on voulait faire quelque chose et trouver quelque chose, il fallait se donner beaucoup de mal, travailler beaucoup, avoir une seule idée ou 2 si c'est possible, mais tout ça, ça ne suffisait pas si le travail n'était pas accompli tous les jours. Il est absolument dévoré par sa passion. Et tous ceux qui l'approchent, où il faut être dévoré, se laisser dévorer, ou bien il faut s'éloigner. On a voulu vérifier si, effectivement, ce qu'on avait trouvé, décrit, publié, donné des chiffres, donné des résultats, est-ce que ce qu'on a trouvé, ça peut se vérifier sur le plan pratique? Puisque finalement, on était dans le domaine de la biologie. L'homme, l'animal, c'est la biologie. Et alors, si on extrapole ce qu'on avait trouvé au laboratoire, avec la pensée qu'on avait et les connaissances qu'on avait, on s'est dit, ça doit agir sur le plan pratique chez l'homme. Est-ce qu'on peut agir sur des cibles que nous allons choisir?
disons, cellules normales pour les protéger et organiser leur genèse, surtout les cellules de la moelle osseuse. Et de l'autre côté, est-ce qu'on peut trouver le moyen pour agir de l'autre côté, mais c'est toujours sélectivement, sur les cibles qui sont des cellules cancéreuses ou l'ADN des cellules cancéreuses. Il y a une différence claire et nette entre l'ADN des cellules cancéreuses et l'ADN des cellules normales. Donc on avait un matériel de base, ça dépendait de nous comment jouer pour trouver une substance qui agirait de façon sélective sur la cellule cancéreuse. Les ADN déstabilisés, en présence d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie, se déstabilisent encore plus. Et dans ce cas-là, comme le produit connaît uniquement les cellules cancéreuses, il va pénétrer beaucoup plus rapidement dans ces cellules-là. Il va s'y fixer, donc il va contribuer en synergie d'action la destruction des cellules cancéreuses beaucoup plus rapidement et plus efficacement que si on utilisait soit la chimio seule, soit les rayons seuls, soit le produit lui-même seul. En effet, si l'on compare une cellule normale, dont le noyau est ici montré en vert, et une cellule cancéreuse ici montrée en rouge, on observe de nombreuses différences. Le noyau de la cellule normale est petit et chargé négativement, alors que celui de la cellule cancéreuse est gros et chargé positivement. Le cytoplasme, normalement acide, devient alcalin. La membrane qui entoure la cellule se modifie et devient poreuse. Mirko Beljanski fait aussi l'observation d'une autre différence, celle-ci au niveau de l'ADN sain et de l'ADN cancéreux. Que se passe-t-il au niveau de l'ADN en présence d'un cancérogène? L'ADN normal, ici montré en ligne A, présente un entrecroisement régulier des deux brins. En présence du cancérogène, on voit un début de déstabilisation qui se traduit par une irrégularité, voire une rupture dans l'entrecroisement des deux brins d'ADN. Au niveau B, la déstabilisation est encore réversible. Mais si l'on prolonge le contact avec le cancérogène, ou si plusieurs cancérogènes s'accumulent, on arrive alors au stade C, où l'ADN s'ouvre à un tel point que les liaisons hydrogènes se brisent. La déstabilisation est alors irréversible. Lorsque l'ADN est ouvert, il se duplique beaucoup plus rapidement, ce qui favorise la multiplication des cellules anormales. C'est ainsi que Mirko Beljanski a été le premier scientifique à démontrer que le cancer peut résulter non seulement d'une mutation, mais aussi d'une déstabilisation cumulative et progressive de l'ADN dans sa structure secondaire sous l'effet de facteurs environnementaux. La médecine environnementale avait trouvé une explication moléculaire. Le nombre des molécules synthétiques créées et relâchées dans l'atmosphère sans aucun contrôle s'est multiplié depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors même que le lien entre pollution et cancer est longtemps demeuré tabou. En effet, l'idée même que les pollueurs auraient à payer pour ces dommages environnementaux était inconcevable durant l'âge d'or du capitalisme qui a marqué les 2 premiers tiers du XXe siècle. Aujourd'hui, les pollueurs sont censés indemniser les victimes, mais la pollution n'affecte pas seulement l'environnement, elle affecte également notre santé. La médecine environnementale, maintenant totalement acceptée, fut en fait développée dans les années 60 grâce au travail de quelques scientifiques, dont Mirko Beljanski, qui ont su expliquer comment les toxines affectent notre ADN au cœur même de nos cellules. Ça nous a conduit à mettre au point un test rapide, un test biochimique sensible, rapide, qui donne des résultats relativement rapidement. En 2 ou 3 heures, on peut avoir déjà des résultats en disant là, il y a une substance qui agirait sélectivement contre l'ADN des cellules cancéreuses, mais pas contre l'ADN des cellules normales. Comment trouver des substances qui agiraient sélectivement sur les cellules cancéreuses, mais pas sur les cellules normales? Au départ, c'était une idée fixe et une idée que nous avons pris en charge en quelque sorte parce qu'on s'est dit du moment
où il y a des substances qui agissent dans le mauvais sens. Comme il y a la vie et la survie des gens, des individus qui se présentent devant nous, il doit y avoir des substances qu'on doit trouver dans la nature, quelque part, qui pourraient agir dans le sens inverse par rapport aux cancérogènes qui provoquent le cancer. Mais ça, c'est facile à imaginer. Enfin, facile. On a imaginé. Mais les trouver, comment les trouver? Pour trouver ces substances, Mirko Beljanski a eu l'idée d'un test, qu'il a appelé l'oncotest. Ce test met en évidence la différence de rapidité de la synthèse de l'ADN cancer, ici montré en jaune, comparée à la synthèse de l'ADN normal, ici montré en bleu, en présence de diverses substances. En catégorie 1, un cancérogène de référence, le DMBA, stimule fortement la synthèse de l'ADN cancéreux et très peu la synthèse de l'ADN normal. C'est la caractéristique de toutes les substances avec un potentiel cancérogène. On observe que la chimiothérapie et les hormones peuvent, dans certains cas, se comporter comme des cancérogènes. En catégorie 2, voici les substances neutres, c'est-à-dire sans effet marqué ni sur l'ADN sain, ni sur l'ADN cancer. On compte parmi ces substances la dopamine, l'insuline, la riboflavine, plus communément connue sous le nom de vitamine B2, voire encore l'acide salicylique, utilisé en dermatologie pour son action apaisante. En catégorie 3, on a des substances au potentiel toxique, comme par exemple le paraquat, l'un des herbicides les plus connus au monde, et d'une composition chimique proche du fameux agent orange utilisé pendant la guerre du Vietnam. Ces substances inhibent la synthèse des deux types d'ADN, empêchant certes la reproduction des cellules cancéreuses, mais aussi celle des cellules saines. Enfin, en 4, on voit le schéma théorique de la parfaite substance anticancéreuse sélective, capable d'inhiber la synthèse de l'ADN cancer, tout en restant sans effet sur la synthèse de l'ADN sain. Grâce à l'oncotest, Mirko Beljanski sélectionne 2 substances spécifiquement anticancéreuses. Les 2 produits que nous avons pu détecter pratiquement en même temps. Et on s'est aperçu que les cellules cancéreuses présentes de ces produits, chacun séparément, étaient détruites, mais pas les cellules normales. Les extraits sont isolés de 2 plantes tropicales, le Pao pereira et le Revolfia vomitoria. Voici la flavopérérine extraite du Pao pereira. Sa particularité est d'avoir un azote négativement chargé et un autre positivement chargé. Cette caractéristique est partagée avec l'alstonine extraite du Revolfia vomitoria. Ceci explique peut-être que ces 2 substances aient une action sélective contre les seules cellules cancéreuses. Il fallait comprendre et mettre en évidence pourquoi il y a une sélectivité d'action. Les cellules saines ne sont pas pénétrées par ces molécules. Elles restent à l'extérieur des cellules, comme le montre la lumière visible les divers halos jaunes qui l'entourent et caractérisent la flavopérérine. Tandis que les cellules cancéreuses, elles, sont pénétrées par la même concentration de Pao pereira. Le produit se rend directement dans le noyau et se concentre dans les nucléoles. Sous la lumière ultraviolette, une fluorescence bleue révèle la pénétration des molécules. Elle bloque l'ADN et l'ADN ne peut pas être répliqué. Donc, la cellule doit mourir parce que pour qu'une cellule vive, il faut qu'il y ait la réplication de l'ADN. Les 2 molécules que nous avons mis au point, si vous voulez, se fixent sur ces simples chaînes d'ADN. Il essaie de les rapprocher, c'est-à-dire faire une sorte de verrou, en quelque sorte. Et les chaînes ne peuvent plus, comme je disais quelquefois dans mes conférences, ne peuvent plus respirer, ne peuvent pas s'ouvrir et se fermer. Mirko Beljanski a testé ces extraits dans de multiples conditions, tant sur des cancers de plantes que des cellules en culture et aussi des animaux en laboratoire porteurs de différents cancers. Voici une image qui illustre l'inhibition des cellules cancéreuses du foie par le Pao pereira, ici montré en bleu, et par le Revolfia, ici montré en orange. Voici à présent les cellules cancéreuses de la thyroïde.
on constate une jolie inhibition des cellules cancéreuses par les 2 extraits. Voici à présent une démonstration de l'efficacité des 2 extraits sur une lignée de cellules cancéreuses du sein. Suite aux observations de l'oncotests sur la déstabilisation de l'ADN, Mirko Beljanski a eu l'idée de vérifier la synergie d'action de ces 2 extraits avec la chimiothérapie. Ici, 4 groupes de souris reçoivent des cellules cancéreuses de lymphome. Le groupe en gris est le groupe témoin. Ces souris ne reçoivent aucun traitement. Au bout de 60 jours, seulement 10% des souris ont survécu. Le groupe en vert représente des souris traitées avec de faibles doses de Revolfia vomitoria seulement. Au bout de 60 jours, environ 40% des souris ont survécu. Le groupe en rouge est traité par chimiothérapie. 50% des souris ont survécu. Mais le dernier groupe, en orange, a reçu à la fois chimiothérapie et Revolfia vomitoria, et l'on constate alors un taux de survie de 100%. Une autre façon de vérifier la synergie est de peser le poids des tumeurs excisées. De nouveau, des souris ont reçu des cellules cancéreuses. L'observation du premier groupe témoin en gris permet de constater le volume important des tumeurs, soit environ 12 grammes. Par comparaison, les souris traitées par de faibles doses de Revolfia ne développent que de tumeurs de 6 grammes. Celles traitées par la chimiothérapie seule développent des tumeurs de 4 grammes en moyenne. Mais on constate que les souris qui bénéficient de la synergie d'action chimiothérapie et Revolfia vomitoria ne développent que de toutes petites tumeurs d'environ 1 gramme seulement. Malgré ces excellents résultats scientifiques, tout n'est pas rose pour Mirko Beljanski à l'Institut Pasteur. À l'époque, Jacques Monod est le directeur de l'Institut Pasteur. Monod est célèbre et en totale opposition avec les recherches de Mirko. Je n'ai pas voulu travailler uniquement sur la genèse ou sur le fonctionnement d'une seule enzyme. Ça ne me suffisait pas. Une seule enzyme, c'est intéressant, mais ça fait une petite partie de l'ensemble qui constitue même le matériel dans une bactérie. Et ce qui est constitué dans un être humain ou dans un animal, ce n'est pas comparable, n'est-ce pas? Donc il fallait absolument que j'élargisse et mes connaissances et ma vision vis-à-vis d'autres éléments qui se trouvaient dans la cellule. Jacques Monod était l'ardent défenseur d'un postulat scientifique très populaire à l'époque et appelé le dogme central. Selon le dogme central, l'ADN seulement pouvait délivrer le message cellulaire. Mais Mirko Beljanski, dans son laboratoire, a montré que l'information génétique peut remonter de l'ARN vers l'ADN. Il s'agit de la fameuse transcriptase inverse, ou reverse transcriptase, découverte qui était diamétralement en opposition avec les idées de Jacques Monod. Mirko Beljanski fut le premier à démontrer l'existence de la transcriptase inverse chez les bactéries, aux grandes dames de Jacques Monod. Il avait, publié un livre sur l'ADN où il disait que les informations peuvent aller dans un seul sens, mais pas dans l'autre. Et voici que quelqu'un qui est dans son service trouve que chez les bactéries, ça peut se passer tout à fait autrement. Les résultats de Mirko Beljanski lui créent des ennuis à l'Institut Pasteur, car la découverte de la transcriptase inverse porte atteinte à la position et à la notoriété de Jacques Monod, qui dirige alors l'Institut Pasteur. C'est ainsi que la découverte de la transcriptase inverse par Mirko Beljanski chez les bactéries fut passée sous silence. 17 ans plus tard, le prix Nobel Thémines reconnut l'antériorité des travaux du chercheur français, et cette rétrocitation fut publiée dans la revue Nature en 1989. Une autre découverte majeure de Mirko Beljanski fut également passée sous silence. Plutôt que de philosopher sur l'origine de la vie, Beljanski découvrit qu'en présence de fer, l'enzyme polynucléotide phosphorylase synthétise un ADN et, ce faisant, Beljanski a offert une perspective nouvelle sur les mécanismes moléculaires de l'apparition de la vie. L'argument le plus répandu est qu'un monde à ARN,
a préexisté. L'ARN aurait servi de matrice pour la synthèse de l'ADN. Or, Beljanski a découvert une alternative avec la synthèse enzymatique de l'ADN. Mais, comme beaucoup d'autres découvertes du chercheur, celle-ci fut passée sous silence. Moi, j'ai des amis qui en servent et qui ont pris les produits de Beljanski pendant 5 ans, tous les jours, et sans avoir aucun effet secondaire, parce que c'est un produit spécifique. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a fait des découvertes fondamentales. Il a publié dans des centaines de revues, et des revues importantes. Mais comme en France, il était barré par l'Institut Pasteur, en vérité, ses travaux n'ont pas marqué. Jamais quelqu'un dans une revue a critiqué ses travaux. Et je suis persuadé, vu qu'on voulait l'abattre en France, qu'on a dû essayer de voir si ce qu'il publiait était vrai ou non, mais quand on a vu que c'était vrai, on a trouvé que c'était inutile de poursuivre. Vous savez, lorsque vous faites une découverte, il faut que cette découverte soit découverte. Mirko Beljanski poursuit ses recherches en Bourgogne, dans un laboratoire installé par Cyrus. Pour la première fois, Mirko Beljanski trouve des conditions de travail agréables, propices à développer la recherche. Il peut étudier et approfondir les mécanismes d'action des extraits de plantes anticancéreux. Le succès de ces produits naturels, seuls ou en synergie d'action avec les traitements traditionnels, suscite de nombreux témoignages. Dans les années 80, Gérard Wedlich, officier de police, maître nageur-sauveteur sur les plages de Charente-Maritime, fut le premier à prendre le Pao Pereira pour son activité antivirale. Il avait été contaminé par le sida en tentant de sauver un noyé par le bouche à bouche. Il s'est fait un devoir de témoigner. J'ai ressenti donc les premiers symptômes au cours de l'hiver 85-86, qui se sont traduits par une fatigue insurmontable, puis des diarrhées permanentes, un herpès explosif, récidivant et des candidats albicans, des champignons qui me dévoraient tout le corps. Je suis allé voir mon médecin traitant et c'est lui qui m'a orienté le premier vers le professeur Mirko Beljanski, puisqu'il se trouvait tout à fait impuissant face à cette maladie. On est en 85, il n'existe aucun traitement face à cette maladie mortelle. Je me suis rendu à la faculté de pharmacie et c'est pour moi qu'il a fabriqué les premières gélules du médicament sous le nom de code PB100. J'ai donc consommé ces produits à partir du 15 avril 86. Et mon herpès, qui était donc explosif, je vous dis, à ce moment-là, a été maîtrisé. Les maladies opportunistes, donc je vous ai cité la liste tout à l'heure, ont disparu progressivement, les unes après les autres, et depuis, je ne suis jamais plus tombé malade. En septembre 91, et j'ai fait faire un examen à l'Institut Pasteur à Paris, qui est un PCR. Et c'est un examen extrêmement important puisqu'il recherche la prenne pro-virale. Alors heureusement que j'ai cet examen entre mes mains, parce que si je ne l'avais pas, je suis persuadé qu'on dirait que je n'ai jamais eu le sida. Pourquoi? Parce que j'ai 13 ans de recul actuellement par rapport à un sida déclaré. Le produit n'est pas toxique, puisque s'il avait été toxique, vu les quantités impressionnantes de gélules que j'ai pu avaler, je serais mort depuis longtemps. Je faisais à l'époque 72 kg 500 au moment de ma contamination. Eh bien, mon poids a augmenté, pourtant étant affecté d'un sida déclaré, et je suis passé aujourd'hui à 90 kg. Alors je n'utilise pas le mot guéri, je reste prudent, mais j'estime que tout malade du sida, face à cette maladie mortelle, devrait pouvoir bénéficier d'un confort de vie exceptionnel, comme je peux en bénéficier moi-même. Gérard Wedlich et son épouse Pierrette devinrent très proches de Mirko et Monique Beljanski. Sous la direction vigoureuse de Gérard, Cyrus prit une ampleur exceptionnelle et publia régulièrement Dialogue, un magazine d'information sur la santé. Cyrus organise également, chaque année, le premier dimanche de septembre, un pique-nique,
Entre 300 et 600 personnes, dont beaucoup d'anciens malades, viennent témoigner. C'est une journée d'échange et de fraternité. On avait donc eu une heureuse circonstance où on a appris les travaux du professeur Beljanski. J'ai lu les documents avec mon mari. On s'est fait une opinion et on est venu au séminaire de Saintes début septembre 2003. Donc les témoignages que j'ai entendus m'ont convaincu et j'ai décidé de prendre les produits Beljanski. Donc j'ai commencé mes chimiothérapies en septembre 2003. J'ai donc subi aucun désagrément si ce n'est que la perte des cheveux. Par contre, j'avais pas d'aplasie, pas de globules qui chutaient. Donc j'ai eu toutes mes chimios de septembre à décembre, à raison de toutes les 3 semaines. Derrière ça, j'ai commencé la radiothérapie en janvier 2004 jusqu'en avril. Et je n'ai pas été brûlée particulièrement par la radiothérapie. Voilà. Donc là, c'est depuis 2003, je me porte bien. Et je fais des cures de temps en temps, donc en général à l'automne et au printemps, de produits Beljanski. Voilà. En 2007, au terme de 22 ans de survie, Gérard Wedlich décède d'une embolie. Son épouse, Pierrette Wedlich, prit la relève et devint présidente de l'association CIRIS. Voici ses propres mots. Et donc je voulais rappeler aussi, donc mon mari était président du CIRIS de 97 à 2007. Il est décédé en mai 2007. Je me suis donné quelques mois de réflexion pour prendre la présidence du CIRIS. C'est une lourde tâche en vérité. Moi, je sais que M. Beljanski avait raison. Je sais que ces produits sont efficaces. Donc, je dois apporter mon aide pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre et surtout qu'ils restent disponibles pour les générations futures. Mirko Beljanski avait démontré scientifiquement la synergie d'action entre ces molécules, la chimiothérapie et la radiothérapie. La synergie est en effet la démarche la plus souvent recommandée et pratiquée, mais il appartient à chacun de faire son propre choix. Parce que j'étais comme tout le monde, je disais tout simplement, ça peut n'arriver qu'aux autres, moi ça n'arrivera pas. Hein? Et puis un beau matin de décembre 2005, en me réveillant, chose que je faisais jamais, je me suis passé la main sur la poitrine, voir un petit peu, comme ça, histoire de m'étirer, et j'ai senti quelque chose qui roulait dessous mes doigts. Bon, j'ai dit tiens, j'ai dû me faire piquer par un moustique ou quelque chose comme ça. Et en regardant de plus près, c'était bien une boule qui était sous la peau. J'ai dit, faut que je prenne un rendez-vous avec mon médecin, que j'aille voir un petit peu ce qu'il en est. On a fait faire une biopsie, et là, la biopsie, carcinome canalaire infiltrant, cancer du sein. Je retourne le voir avec le résultat, il me dit, je vous donne le nom d'un chirurgien, on l'enlève tout de suite. Je lui dis non, je ne veux pas qu'on me l'enlève, je veux la soigner autrement. Je ne veux pas de traitement lourd, c'est-à-dire je ne veux pas de chimio, je ne veux pas de rayons, je veux les produits Beljanski plus la cure de brosse. Alors moi ça fait 5 ans que j'ai eu ce cancer du sein, pour un homme c'est rare. Et bien ma foi je vais rentrer dans ma 73e année et je suis parfaitement bien. Alors je vous le dis, la petite flamme de l'espoir, conservez-la, faites-la grandir, et tout se passera bien. Et il ne faut surtout pas avoir peur de dire non, quand il le faut. Parce qu'on a le droit de choisir son thérapeute, on a le droit de choisir son traitement. L'un des principes essentiels au CIRIS est la liberté de choix de chacun en matière de santé. Le libre choix thérapeutique devrait être l'apanage de tous, simples citoyens ou même présidents. En 1993, la France est sous le choc. Le président de la République, François Mitterrand, reconnaît publiquement souffrir d'un cancer de la prostate déjà très avancé. Les révélations du docteur Gubler dans son livre « Le Grand Secret » racontent comment François Mitterrand a eu recours aux produits Beljanski alors que les médecins de l'Élysée ne lui donnaient plus que 2 mois de survie. Le pays se préparait alors à des élections anticipées. Contre toute attente, le président se porte de mieux en mieux
et conduit à bien le second terme de son mandat et bénéficie encore de plusieurs mois de répit. Les élections anticipées, déjà prévues, sont bien entendu annulées, aux grandes dames de certains politiques déjà prêts à prendre le pouvoir. Après avoir bénéficié d'une survie exceptionnelle qui sidéra la classe politique, François Mitterrand décède le 8 janvier 1996. Une fois Mitterrand disparu, la réaction contre Beljanski ne se fit pas attendre. Le 9 octobre 1996, 80 policiers débarquent au laboratoire de Mirko, qui doit cesser sur le champ ses activités. Le gouvernement français l'accuse de pratique illégale de la pharmacie. Le laboratoire est saccagé. Les scellés sont apposés sur la porte. Lui-même ainsi que son épouse Monique sont arrêtés et mis sous contrôle judiciaire. Je pense que nous avons eu la grande naïveté de croire qu'en France, on pouvait prouver qu'on avait raison par le travail et que là, les difficultés s'aplatiraient. Ils m'ont mis les menottes, ils m'ont amené à la juge d'instruction à Créteil, où elle aurait dû me recevoir à 10 h du matin, elle m'a reçu à 5 h de l'après-midi. C'était fait exprès pour me mettre dans une cellule, pour voir comment se présente la cellule, j'imagine. Bon, là, il y a eu la prise des empreintes digitales, photos, comme on était ici, on était vraiment des criminels. Hein. Je dis, écoutez, j'ai pris des risques, c'est vrai, je vous le dis. J'ai aidé les gens, j'ai aidé les malades. Il y a la loi. J'ai dit, il y a la loi et il y a la mort qui frappe à la porte. Et quand la mort frappe à la porte, s'il y a un chercheur qui a le moyen d'aider les gens, il les aide. Moi, j'ai pris ces risques, j'ai aidé les gens. Comment voulez-vous qu'un chercheur qui sait ce qu'il fait, qu'il a vérifié ça pendant des années, qui sait qu'il a vérifié sur lui-même, etc., comment voulez-vous, quand il y a quelqu'un qui est mourant ou qui souffre, etc., de ne pas l'aider? Moi, je ne peux pas. Alors, le siège du CIRIS et du laboratoire Beljanski, c'est dans un petit village, Saint-Prime, d'Isère, très tranquille. Et voilà qu'un beau jour, les habitants de ce village voient débarquer une opération de gendarmes extraordinaire. Le village est encerclé pratiquement. Et alors là, c'est l'affolement. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un groupe terroriste dans le secteur? Enfin bon, c'est évidemment quelque chose de tout à fait inattendu. Et tout simplement, on vient investir le laboratoire de Beljanski et le CIRIS, saisir tout ce qu'on trouve sur place, tous les documents, y compris, ce qui est très curieux, le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, qui ne pourra pas être déposé à ce moment-là tout simplement parce qu'il est saisi. On saisit enfin tout ce qu'on peut trouver, et ce qui est tout de même extraordinaire, parce que on se demande si une opération de cette importance aurait été déclenchée contre de vrais terroristes ou de vrais malfrats. De nombreux manifestants défilèrent aux quatre coins de la France pour demander l'accès aux produits Beljanski et proclamer la liberté de choix thérapeutique. Mais la pression politique est plus forte que la pression de la rue. Depuis Hippocrate, la tradition médicale était de soigner par les plantes. Encore de nos jours, une grande partie du monde pratique cette médecine. Mais depuis le XIXe siècle, le monde occidental a misé sur les industries chimiques, pharmaceutiques et agroalimentaires, et sur une logique de molécules synthétiques, seule capable de garantir un retour sur investissement. Mirko Beljanski ne peut plus continuer à publier les résultats de ses recherches. Monique et Mirko sont mis en examen et condamnés au silence. Mirko Beljanski est bien invité à l'étranger pour participer à des colloques et continuer ses recherches, mais le juge d'instruction ne lui permet pas de sortir de l'Hexagone. L'instruction paraît sans fin, et il subit un harcèlement judiciaire constant, à la fois fiscal et pénal. Ceci lui provoque un stress considérable, qui affecte gravement sa santé. Face à cette persécution judiciaire des tribunaux français, il n'y avait pas d'autre choix que de se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Le bilan est très positif. Il aurait pu être mieux, ou plus amplifié. Mais bon, il est ce qu'il est, mais il est bon. Ce sont des choses qui, dans l'avenir, doivent se développer. Si c'est retardé maintenant par les conditions dans lesquelles on se trouve, mais ça va se développer. Vous savez, il y a des gens qui commencent déjà à l'étranger, qui s'en occupent et qui sont intéressés.
Et ça peut prendre un certain temps, peut-être, mais maintenant c'est parti. Le chercheur est désespéré d'avoir perdu son laboratoire et rechute de sa leucémie, alors qu'aucune date n'est fixée pour le procès. Il décède le 28 octobre 1998 à Paris, sans avoir été entendu par la justice. Quelques années plus tard, dans l'affaire Beljanski contre France, la France est condamnée à l'unanimité par la Cour européenne des droits de l'homme. Hélas, trop tard pour que Mirko puisse le voir. L'héritage que nous a laissé Mirko Beljanski reste toujours d'actualité. C'est en Amérique que les recherches se poursuivent aujourd'hui. La Fondation Beljanski, une organisation américaine à but non lucratif présidée par Monique Beljanski, est chargée de faire connaître les travaux et les résultats récents obtenus dans la lignée des recherches entreprises par Mirko. Sylvie Beljanski, vice-présidente de la Fondation et présidente de Natural Source International, travaille avec sa mère pour assurer la continuation des recherches aux États-Unis. C'est un outil de communication du CIRIS, c'est sa revue Dialogue, qui est remise à jour régulièrement et diffusée à tous ses adhérents et aux personnes qui veulent s'informer. Aussi, on a 2 courriers minimum par an à nos adhérents pour les informer de l'activité du CIRIS et des résultats obtenus, de leur faire partager les témoignages de nouvelles personnes. Je m'appelle Gilda. Depuis 19 ans, je suis à l'association, réponds au téléphone bénévolement, reçois des appels tous les jours. On m'appelle des 4 coins de la France, également de l'étranger, même assez souvent de l'étranger. Et tous n'ont qu'un seul objectif, être informés. Et l'association fait un travail, tous bénévoles, un travail assez important, voire même considérable. Le CIRIS et la Fondation travaillent à faire connaître les activités des 2 associations des 2 côtés de l'Atlantique et font état des recherches récentes. L'approche Beljanski a retenu l'attention de 2 grandes institutions américaines qui, après plusieurs expériences ayant pour but de confirmer in vitro l'efficacité des produits, ont procédé à des essais cliniques. John Hall, docteur ès sciences et directeur de recherche chez Natural Source International, explique. L'essai clinique de Columbia University Medical Center, sous la direction du Dr. Aaron Katz, a été conçu pour tester l'effet d'un mélange d'extraits de PAO et de Revolfia chez les sujets souffrant d'un PSA élevé mais sans cancer de la prostate. Un grand nombre d'hommes entrent dans cette catégorie. Le risque de développer un cancer de la prostate est élevé et il n'y a malheureusement pas de solution à leur offrir. Avant même d'envisager de procéder à un essai clinique, l'équipe du Dr. Katz a réalisé une série d'expériences sur des cellules et des animaux pour confirmer les résultats des recherches effectuées par le professeur Beljanski avec les extraits de Paupereira et de Revolfia vomitoria. L'équipe du Dr. Katz a constaté in vitro et ensuite in vivo que ces 2 extraits empêchaient la croissance des cellules cancéreuses de la prostate de façon significative. Plus important encore, les membres de l'équipe du Dr. Katz ont vu que ces 2 extraits réduisaient le volume des tumeurs cancéreuses de la prostate chez les souris. Ces résultats ont été publiés dans 2 revues scientifiques, The International Journal of Oncology et le Journal of the Society for Integrative Oncology. L'équipe de Columbia a montré que les 2 extraits fonctionnaient de façon différente. Le PAO provoque l'apoptose, mort programmée des cellules cancéreuses, tandis que le Revolfia arrête le processus de la division des cellules cancéreuses. Cette différence dans le mécanisme d'action permet de conclure que les 2 extraits offrent une synergie d'action pour arrêter la croissance des cellules cancéreuses. Pour cet essai clinique, des doses différentes de la combinaison Paupereira
et Revolvia vomitoria ont été administrés tous les jours pendant 1 an à 7 groupes d'hommes. Les résultats sur le PSA sont frappants. La majorité des sujets a enregistré une baisse du taux de PSA et parfois de façon très nette. De nombreux patients ont également vu une amélioration de leurs symptômes urinaires provoqués par l'élargissement de la prostate. Par ailleurs, et dans une toute autre ligne de recherche, la nature et le rôle des ARN aura occupé Mirko Beljanski toute sa vie. Sa thèse de doctorat et ses premières publications portaient déjà sur l'accumulation intempestive d'ARN par les bactéries mises en présence d'antibiotiques. Puis il étudia longuement le rôle des ARN dans la synthèse des protéines ou dans celle de leurs précurseurs, les peptides. D'autres travaux ont conduit Mirko Beljanski à concevoir de courts fragments d'ARN, appelés Riehlbult, autrefois connus sous le nom de remonte-leucocyte Beljanski, ou RLB, et déterminants dans la protection de l'immunité. Donc nous avons pu préparer ces ARN, petits ARN, qui sont capables de se mettre sur l'ADN dans la moelle osseuse et de promouvoir la genèse des globules blancs, des plaquettes, plus tardivement et plus faiblement, même les globules rouges. Les RLB qu'on prend par voie buccale arrivent à se mettre dans la moelle osseuse en 20 secondes, on a pu démontrer ça aussi, dans la moelle et travailler dans le bon sens, jamais dans le mauvais sens. Ça, c'est une chose acquise et sûre, et ça se passe sans aucune toxicité. Vous venez d'écouter le professeur Beljanski décrire brièvement sa découverte concernant les petits fragments d'ARN. Pris par voie orale, ces ARN agissent comme des amorceurs de la synthèse de l'ADN dans les cellules souches de la moelle osseuse. Au fur et à mesure que les cellules se divisent et se différencient, plaquettes et globules blancs sont régénérés. In vitro, ces ARN fragments stimulent considérablement la synthèse d'ADN de moelle osseuse. Mirko avait montré que le taux de leucocytes et de plaquettes remontait très régulièrement chez des lapins traités sous chimiothérapie lourde, plus fragments d'ARN. Tandis que dans le groupe témoin de lapins traités par chimiothérapie seulement, tous avaient décédé. Tous les lapins qui avaient bénéficié des fragments d'ARN avaient survécu aux 60 jours, durée de l'expérience. Les plaquettes sont absolument essentielles et doivent être maintenues à bon niveau. En effet, lorsque leur taux est trop bas, il y a risque d'hémorragie, ce qui peut entraîner la mort du sujet. Il faut alors interrompre les chimiothérapies et attendre que leur taux remonte à un niveau acceptable. C'est pourquoi un essai clinique avec les fragments d'ARN Beljanski a été mis en place au Cancer Treatment Centers of America. Ils ont été testés dans des conditions extrêmes chez des patients ayant des taux très bas de plaquettes induits par plusieurs cycles de chimiothérapie. Grâce à la prise d'ARN fragments, les patients enrôlés dans l'essai clinique ont vu leurs plaquettes augmenter de façon significative pour remonter à un niveau normal. Les résultats complets de l'essai clinique avec les fragments d'ARN Beljanski ont été publiés dans le journal Biomed Central Cancer. On y lit que Cancer Treatment Centers of America a testé 2 types de fragments d'ARN. Les fragments d'ARN d'Escherichia coli K12, méthode Beljanski, ici montrés à gauche, et ceux obtenus à base de levure, ici montrés à droite. Il est intéressant de constater que les fragments à base de levure n'ont généré aucune remontée de plaquettes. Les résultats positifs obtenus dans le cadre des essais cliniques s'appliquent exclusivement aux produits fabriqués selon les protocoles de Mirko Beljanski et en aucune manière aux nombreuses contrefaçons. Aujourd'hui, le CIRIS,
la Fondation Beljanski et Natural Source International s'applique à faire connaître les travaux du chercheur français et les avancées scientifiques récentes au cours de conférences, salons et colloques scientifiques. Je voudrais dire que ce qui est extraordinaire à travers l'association CIRIS et l'aventure scientifique de Mirko Beljanski, c'est qu'elle est absolument doublée d'une aventure humaine. Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui sur le plan scientifique s'il n'y avait pas eu cette volonté, cet engagement humain de travailler ensemble, de continuer ensemble et de persévérer ensemble malgré les difficultés de toutes sortes. Les difficultés humaines, les difficultés financières, les difficultés juridiques qui nous ont conduits même jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, et nous avons gagné sur la durée parce que nous avons gagné ensemble et qu'il y a cette unité qui perdure depuis 20 ans, qui est basée sur une amitié profonde, une confiance profonde que nous avons les uns dans les autres et confiance dans ce que nous faisons. Plusieurs ouvrages consacrés à la vie et aux recherches de Mirko Beljanski ont été publiés au cours des dernières années. Après avoir mis le pique-nique de CIRIS à l'honneur en 2008, le magazine Healthy Living du mois de juillet 2010 a salué les efforts de Sylvie Beljanski pour son travail en faveur de la détoxification environnementale dans la droite ligne des découvertes publiées par son père. Malheureusement, nous vivons à une époque où le cancer est absolument partout. C'est lié en grande partie au fait que nous vivons sur un monde qui est devenu une poubelle. La pollution, les cancérogènes que nous contactons au quotidien dans notre vie induisent une déstabilisation cumulative et progressive de notre ADN. C'est vraiment le centre de sa recherche. Ça, à l'époque, tout le monde riait les scientifiques en disant non, le cancer peut seulement résulter d'une mutation. Mais maintenant, plus personne ne rit. La médecine environnementale a été absolument acceptée maintenant par la médecine. Mais bon, 30 ans plus tard. L'histoire et l'héritage moral de Mirko Beljanski se perpétuent grâce aux efforts de tous ceux qui l'a touché et qui ont été inspirés par ses découvertes. CIRIS, la Fondation Beljanski et tous ceux qui prennent la parole au pique-nique annuel participent à cet effort. Cette histoire a commencé dans un petit village de Serbie. Elle a dépassé les frontières et est devenue internationale, toujours avec l'espoir de sauver des vies. Comme Mirko l'avait déclaré, « Si un chercheur est en mesure d'aider autrui, c'est son devoir de le faire. » Il ne fait aucun doute que les découvertes de Mirko Beljanski ont aidé et continuent à aider des milliers de gens. Les résultats ont été très positifs jusqu'à présent, mais il reste encore tellement à faire.